Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 24 septembre. Voici les principaux titres que nous allons développer. Plus de 900 mètres cubes de déchets en provenance de Rikitea ont été réceptionnés à Tahiti. Des carcasses de voitures et des produits dangereux ont été transportés à bord du Tahiti Nui 8, une opération gérée par la direction de l'environnement. Pirée va investir au moins 8 milliards pour dynamiser le centre-ville et les alentours. La commune veut se développer. Plusieurs aménagements sont prévus. On vous dira lesquels dans cette édition. À la veille de l'ouverture de la foire agricole, nous sommes allés à la rencontre de Maxime et Patricia. L'un est agriculteur, l'autre est horticultrice. Passionnés par ce que nous offre la nature, il est toutefois difficile pour eux de vivre de la terre. On va parler des réalités auxquelles sont confrontés les professionnels du secteur primaire avec le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, Teivini Teei. Dans le dossier de la rédaction, ce soir, nous évoquerons la situation des quelques 750 sans domicile fixe qui vivent dans les rues de Papeete. Parmi eux, des enfants qui errent avec leurs parents dans la précarité. Ils sont de plus en plus nombreux. Merci d'être avec nous. Le Tahiti Nui 8, sous la supervision de la direction de l'environnement, a évacué plusieurs tonnes de déchets depuis Rikitea. La grève de la flottille administrative il y a quelques jours avait retardé cette opération. Des carcasses de voitures, des produits dangereux et inflammables doivent être traités à Tahiti. Que vont devenir ces produits? Réponse dans ce reportage de Melissa Chong et Teiva Ribé. 902 mètres cubes de déchets dans 62 carcasses de voitures, 2000 litres d'huile de vidange ainsi que 150 big bags de déchets perlicoles composent ce chargement exceptionnel. Depuis lundi, les équipes d'Enviropol s'activent pour traiter 4 conteneurs remplis de rebuts électroniques. Tout ce qui est des 3E, tout ce qui est électronique, machine à laver et compagnie, quoi. Alors on doit recycler tout ça, retirer les parties moteurs et tout, reconditionner et faire partir en Nouvelle-Zélande. Mobilisation générale pour le traitement de ces déchets toxiques et dangereux. Les entreprises Fenouama, TSP et Technival sont à la manœuvre. Une fois triés et conditionnés, ces déchets quitteront le territoire pour être éliminés dans des filières spécialisées. Tout ce qui est batterie, ça va partir en Corée pour traitement, revalorisation de l'acide et du plomb. Ensuite, les piles, ça partira à l'étranger. Tout ce qui est peinture, ça part sur la Nouvelle-Zélande. Peinture, vernis, donc en Nouvelle-Zélande, et les derniers emballages souillés également. Cette opération d'envergure a été pilotée par la direction de l'environnement et la direction des ressources marines. Les habitants, eux, se sont activés pour trier les déchets et les acheminer jusqu'au quai de Mangareva. Je remercie la population mangarévienne d'avoir bien répondu à cette demande du pays afin qu'on puisse rapatrier le maximum de déchets qui s'y trouvent dans leur cours ou ailleurs. Et la population a bien participé donc à cette collecte. Chaque année, plus de 20 mètres cubes de déchets sont collectés sur chacune des îles de Polynésie française. Un effort régulier pour préserver l'environnement insulaire. Transformer Pirée en un véritable poumon économique et pas seulement en ville dortoir. C'est le projet ambitieux de la commune. Le centre-ville va être réaménagé et une refonte de la maison des jeunes a été pensée pour en faire un centre médico-sportif d'excellence et de haut niveau. Pirée va investir près de 8 milliards. Les détails avec Patrick Régis et Mirko Vonfou. Ici, sur la plaine du Taoné, sortiront de terre des commerces, des bureaux, des logements, 110 places de parking. Le parc paysager de loisirs sera réaménagé et des équipements nouveaux seront créés. Une troisième entrée côté est pour l'agglomération, un nouveau marché municipal, un centre multifonctionnel doté d'une salle de spectacle et une annexe de la police municipale. Une opération rendue possible grâce à un partenariat public-privé et la mise en place de beaux amphithéotiques. Et autour de cela, tous les terrains seront exploités par les activités économiques. En d'autres termes, nous allons mettre à disposition ces terrains du privé au travers de beaux amphithéotiques. Le conseil municipal a défini à 70 ans, c'est beau, parce qu'on sait que pour investir, il faut au moins cela. Donc, on est dans les starting blocks et le financement du marché de Pirée, c'est ce qui nous permet de parler aujourd'hui, est effectivement, au moment où je vous parle, bouclé.
L'autre projet, destiné à redynamiser le territoire, porte autour de la Maison des Jeunes. Sur le complexe sportif vieillissant, l'Aqua Rouge laissera la place à un centre médico-sportif, à des salles multisports fermées et insonorisées, des terrains de pétanque, un parcours de santé, le tout en intégrant les 5 terrains de paddle inaugurés en 2025. Mais si du côté des partenaires privés les projets séduisent, leur réalisation ne sera pas une mince affaire. Le paysage actuel, les entreprises de construction ne sont pas assez nombreuses pour répondre à tous ces projets. Si ce n'est que Papeete a elle-même aussi beaucoup de projets en gestation de taille équivalente. Donc les entreprises polynésiennes ne seront pas en capacité de construire tout ça dans un temps acceptable. Il va falloir faire appel à des entreprises de pays limitrophes, genre Calédonie ou même France. La ville de Pierre-Haye a longtemps subi son développement. Aujourd'hui, l'équipe municipale veut l'imposer dans le paysage tahitien et en faire une ville incontournable. Exemple, avec le centre médico-sportif, il devrait être opérationnel dès 2027 afin de pouvoir y accueillir les athlètes des Jeux du Pacifique. Des légumes qui nous nourrissent, des fleurs qui embellissent nos vies. Derrière ces cadeaux de la nature se cache le travail acharné des agriculteurs et horticulteurs du Fénois. Aujourd'hui, face à la flambée des prix, leur passion, qui est aussi leur profession, est mise à rude épreuve. Peuvent-ils encore en vivre? C'est le combat de Maxime et Patricia. Ayata Tarahu et Patrick Sing les ont rencontrés. Vu du ciel, les terres agricoles de Papara se dessinent, un véritable patrimoine polynésien. Mais pour Maxime, ce n'est pas seulement un paysage, c'est son quotidien. Sous le soleil, chaque régime de banane est le fruit de mois de travail et de passion, une fierté bien avant d'être un simple produit. J'adore, parce qu'il y a de la valeur. Et puis c'est important qu'un peuple puisse se nourrir par lui-même. Pour amener sa récolte à la foire, les défis logistiques commencent. Ces bananes, ainsi que des tarots vendus 2000 francs le paquet, nécessitent plusieurs allers-retours à bord d'un véhicule de location. Un choix coûteux, mais indispensable pour que l'agriculteur puisse vendre les fruits de son labeur. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'accord entre le gouvernement et les agriculteurs sur la fixation de prix de base. Ils pourraient nous dire « on vous accorde des aides à condition que vous baissiez les prix ». Cette réalité des coûts, Patricia la connaît bien. Horticultrice passionnée, elle a la main verte et 21 ans de métier derrière elle. Si la foire agricole est une vitrine essentielle, elle pose une question cruciale. Comment fixer le bon prix quand celui-ci est plafonné à 35 000 francs pacifiques? Tout le monde travaille sur leurs plantes et chacun donne la valeur de son travail. Et on ne peut pas, de toute façon, moi je vais toujours vérifier si les prix sont très abordables. Bon, après, chacun évalue le prix de son travail. Face à l'équation complexe du quotidien, la plus belle des réponses reste l'action. C'est l'énergie de ceux qui préparent cette rencontre. Demain, la passion de la terre et la fierté de nourrir le pays trouveront leur plus belle vitrine à Outumauru. Et avec nous en plateau, le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, Tevini Teai. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de la foire agricole, parlons d'abord de cette évacuation d'ordures depuis Rikitea. 900 mètres cubes de déchets ont été évacués. Alors, chaque année, le pays consacre une subvention de 30 millions. Elle va doubler à partir de l'année prochaine. Ça veut dire qu'il y aura plus d'opérations de ce genre? En effet, c'est un constat que nous faisons lors de nos déplacements et que je fais également. C'est une attente forte de la population, des maires, des communes, de pouvoir rapatrier sur Tahiti les déchets qui sont accumulés, qui s'accumulent. On parle notamment des véhicules usagés, des déchets électroniques. Mais c'est également une volonté, une demande de la part de certains maires, enfin des communes, de mettre en place des ressourceries, c'est-à-dire de donner une seconde vie en fait à ces appareils électroniques ménagers, qui est également la possibilité de donner un peu d'emploi et de fournir ensuite à la population des appareils à moindre coût. Quelles îles vont être concernées très rapidement? Alors, pour l'instant, on a deux machines, deux broyeuses, notamment à Carcasse. Donc il y a un déplacement là sur l'île de Tahiti et ensuite on va avoir un calendrier pour le déplacement des archipels des îles éloignées. Tevini Teai, parlons de la foire agricole et on l'a vu, ce portrait d'agriculteurs et d'horticultrices.
Comment est-ce que ça fonctionne pour fixer les prix? On a entendu notamment Maxime dire qu'il n'y a pas de prix de base pour les produits cultivés localement. C'est vrai, il y a la libre concurrence, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de fixation de prix. Néanmoins, on travaille actuellement au niveau de mon ministère à préparer et à présenter une loi du pays sur l'encadrement des marges au niveau des produits agricoles bruts. Ce que l'on souhaite, c'est que lorsque le consommateur va acheter un produit agricole, que une part raisonnable revienne en fait à nos producteurs et non pas forcément au circuit de distribution. Un petit peu comme le poisson, donc fixer un prix de base et après la marge, elle est à la... Ou en tout cas, fixer des marges qui seront ensuite encadrées de façon à permettre à nos producteurs de se retrouver dans la vente et dans l'affichage des prix. Une question sur la défiscalisation outre-mer qui pourrait baisser. Est-ce que ça impacterait directement le secteur primaire, notamment pour l'acquisition du matériel? Alors oui, ça peut impacter notamment la filière hauturière qui bénéficie en effet d'une double défiscalisation et puis d'autres filières avec des grosses structures d'aménagement. Ça pourrait inquiéter donc et d'agrotransformation notamment. Sur le thème de la foire Iterarata aux temps anciens, avec l'accent mis sur la connaissance de nos tupuna, c'est important? Oui, chaque année, en fait, la Chambre d'agriculture et la pêche lagonaire trouve une thématique innovante. Et cette année, ça a été Iterarata aux temps anciens qui a été retenu. Pourquoi? Pour remettre en valeur nos produits du Fénois et puis nos techniques, notamment le ahima, de préparation de nos produits agricoles. Mettre en valeur ce que faisaient nos anciens sans avoir à utiliser d'intrants organiques, de pesticides. Et pourtant, on avait énormément de beaux produits. C'est ce que l'on veut mettre au goût du jour pour cette foire agricole. Une réponse très rapide, Taïvini Tei. Vous êtes ministre de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement. Est-ce que les défis, les enjeux vous passionnent? Complètement. J'ai toujours été attiré de toute façon par le secteur agricole. La pêche, en tant qu'enfant polynésien des îles, peuple de l'océan, on a toujours barboté dans le lagon. Et de prendre en considération la nécessité finalement de préserver l'environnement pour un développement de notre secteur primaire est pour moi plus qu'important. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, on rappelle que vous êtes en train de travailler actuellement sur la fixation des prix des produits agricoles cultivés localement. La précarité dans les rues de Papeete touche plus de 750 personnes, des sans domicile fixe qui ne sont plus seulement des adultes, parmi eux des enfants en bas âge qui dorment sur des cartons aux côtés de leurs parents. Le dossier de la rédaction qui vous est proposé ce soir est consacré au quotidien difficile de ces oiseaux, comme on les appelle. Il a été préparé par Melissa Chang. Les images sont signées Dylan Fels et Eva Ribé. « 16 ans sans lit, 16 ans à dormir par terre sans jamais vraiment fermer l'œil. C'est la vie que mènent Maruake et Isabelle. La rue est devenue leur seul refuge après avoir fui un foyer miné par les conflits familiaux. Ensemble, ils survivent dans l'ombre. Déjà, j'ai du mal à dormir avec mes deux yeux. Je suis obligé de rester éveillé presque tout le temps, quoi. Et il y a des tentations aussi, des bagarres, et des violences, tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Leurs deux enfants, encore mineurs, vivent à la fois chez les grands-parents et sur ce bout de trottoir. Un équilibre précaire qui leur permet de continuer d'aller à l'école. Si jamais ils viennent avec nous le week-end, le lundi, ils rentrent pour l'école. Après les vacances, c'est pas tout le temps ils viennent avec nous. En fait, si mes parents ils acceptent qu'ils viennent, on les prend. Sinon, non. On essaie de jouer notre rôle de parents avec eux quand ils sont avec nous. La nuit, l'insécurité est omniprésente dans les ruelles de Papeete. Pourtant, c'est ici qu'ils espèrent décrocher un emploi au plus près des entreprises de la place. On les oriente vers le travailleur social pour pouvoir les mieux accompagner puisque la place de l'enfant n'est pas à la rue. Chaque matin, 60 à 80 personnes se présentent au centre Tevaillete pour prendre un petit déjeuner, un repas complet issu des dons. Pour nous, c'est assez difficile dans la rue quand tu n'as pas à manger parce que ça t'arrive à faire des choses illégales, quoi, aller voler, aller agresser des gens. Le Père Christophe, il nous adoucit carrément la charge. Les personnes sans domicile fixe n'ont pas toutes le même parcours. Parmi elles, certaines ont un emploi, mais le prix de l'immobilier ne leur permet pas de se loger, quand d'autres peinent à se nourrir à la fin du mois. On a un gars qui est dans la rue,
depuis 25 ans, qui aujourd'hui a un CDI, qui gagne plus de 250 000 francs par mois, qui est toujours dans la rue. Alors, il y a l'aspect de trouver un logement, et puis il y a aussi l'aspect, je pense, que quelqu'un qui est dans la rue depuis 20 ans, c'est difficile de se réinsérer. Il n'y a pas que la réinsertion professionnelle. Le centre Téveilleté accompagne ces oiseaux, comme on les appelle ici. 10 femmes sont actuellement en formation pendant 10 mois. Objectif, se réinsérer plus facilement dans la société au niveau professionnel, mais aussi au niveau social. Aujourd'hui, la formation porte sur les addictions. Suivez-moi, nous allons assister à leurs échanges. Alors pour celles qui veulent arrêter, peut-être vous pouvez poser la question, c'est quoi les techniques pour arrêter de fumer? J'ai écrit comme la photo. Et comment faire pour aider un ami qui fume de là? C'est une question. C'est une très bonne question même. Moi c'est plutôt essayer d'arrêter de fumer la cigarette. Bon, j'ai essayé plusieurs fois ma façon à moi d'arrêter, j'arrive pas. Maintenant, pourquoi je veux arrêter, c'est pour m'apprendre à gérer mon argent déjà, à ne plus compter, à gaspiller mon argent juste pour la cigarette. L'idée, c'est de libérer aussi un petit peu la parole par rapport à ça et qu'elles se confient aussi un petit peu sur leur histoire de vie et leur apporter aussi des connaissances un peu plus théoriques aussi sur les addictions. Année après année, les associations tirent la sonnette d'alarme. Les consommations d'alcool et de drogue explosent. Et derrière ces addictions, souvent des troubles mentaux lourds. 1 personne sur 4 présente des troubles de schizophrénie ou de bipolarité. Une situation qui fait grimper les tensions et la violence. Aujourd'hui, les associations estiment que plus de 750 personnes vivent dans la rue. Avant de se quitter, notez bien également ce rendez-vous du 3 au 13 octobre, la fête de la science organisée par l'Université de la Polynésie. La première journée aura lieu au chapiteau de la présidence. Plusieurs stands formeront le village des sciences. Les différentes formes d'intelligence, ce sera le thème de cette édition. Plusieurs établissements scientifiques du pays vont y participer. Julie Petit, la coordinatrice du projet Narama qui chapeaute la fête de la science, est au micro de Rehe Nadjario. On a à partir du 3 octobre de nombreux événements qui vont avoir lieu. Donc à la fois le 3 octobre, le lancement avec le Village des Sciences qui se tiendra à la présidence de Polynésie française, où là on a 24 stands et près de 500 élèves qui sont attendus, où on va retrouver des thématiques un peu différentes en lien avec la science. Et là, l'objectif, c'est de présenter un petit peu, à travers des acteurs qui soient engagés, passionnés, de présenter des ateliers un petit peu ludiques pour expliquer la science et les différents travaux qui sont menés. Et des conférences sont aussi prévues à l'université, ainsi que des journées portes ouvertes dans plusieurs établissements de recherche. Plus de 2000 élèves du collège et du lycée Lamné ont participé ce matin au cross de l'établissement. L'événement sportif a été rebaptisé la journée santé et à la clé, pour les 15 premiers de chaque catégorie, des places pour le cross de Polynésie. Voici quelques réactions recueillies par Teiva Ribé. C'est important de faire du sport pour sa santé. Et surtout que la plupart, pour nous 4, on fait partie de l'Académie nationale de football. Et donc voilà, c'est un honneur de pouvoir représenter l'Académie. Et donc forcément, faut faire une bonne performance. Nous sommes très contents d'avoir fait le cross. On est là pour le fun et on est entre copines, on s'amuse. Et voilà. C'est pas pour faire le podium, c'est Non, c'est juste pour participer. Avant de se quitter, ce rappel sur l'actualité de ce mercredi 24 septembre. La foire agricole ouvre ses portes demain. Le thème Iteraratau aux temps anciens. L'événement est prévu jusqu'au 5 octobre. Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs et artisans seront présents. Sur notre site Internet, le rappel du constructeur pour risque d'incendie est enfin appliqué en Polynésie pour les modèles Niro de la marque Kia. L'invité café demain, jeudi, sera Martine Besson, la présidente de la Fédération des œuvres laïques au niveau national. Sur vos écrans ce soir, après ce journal, le magazine Vevo sur le renouveau du Himénée. Après cela, Patitifa avec un documentaire sur l'île des Pins. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur un extrait du Vevo, un magnifique Himénée Ruau du groupe Rio Papara sur le canon de Pachelbel. Frisson garanti. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous.
toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.